Le sorceleur et la sorcière, stupre, érudition et magie, étude une dialectique entre mutations émancipatrices et projections fantasmatiques. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas compris, je vais parler de The Witcher en général. Voilà. Donc, lorsque Andrei Sapkowski s'attache à baptiser le cycle de fantaisie qui naît de sa plume, il cherche, au détour d'un néologisme, à masculiniser le terme sorcière. Démarche que s'attacheront par ailleurs à suivre les traductrices françaises et anglais afin de lui créer un pendant masculin, Witmine. Cycle composé de 8 volumes, son personnage éponyme n'est autre que Gérald de Rive, sorceleur, guerrier mutant dont les gènes ont été altérés par magie afin d'en faire un surhomme capable de venir à bout des pires horreurs. Son métier, tueur de monstres. Quête d'identité, de vengeance, d'humanité et de rédemption, le sorceleur aborde, au cœur d'un univers merveilleux inspiré des contes de fées et de la mythologie slave, des problématiques qui sont, elles, bien réalistes et qui nous amènent à nous identifier à cette figure de chevalier déchu dans un monde que le temps et l'humanité ont perverti. De manière intéressante, voire atypique au sein d'un genre qui se définirait presque par le trope de l'inspiration médiévale, bien que ceci soit des plus questionnables, Sapkowski choisit d'ancrer sa diégèse au sein d'un univers secondaire qui prend pour référent passé la Renaissance, ce qu'on retrouve notamment dans l'esthétique des jeux et aussi des albums illustrés, enfin des 2 premiers, en tout cas. Pour la suite, on verra. Le terme de sorceleur prend alors un sens des plus marquants, en ce que la période correspond à celle des bien connues chasses aux sorcières. Car Gérald de Rive a beau être un anti-héros solitaire que ne renierait pas le hard-boiled, les nouvelles et les jeux notamment sont empreints de cette ambiance qui caractérise les polars, il n'avance jamais seul dans sa quête. Et si des amis nains ainsi qu'un certain barde l'accompagnent par intermittence, ce sont bien les sorcières qui se révèlent de la plus grande aide dans ces diverses tâches. Ces figures féminines, véritables forces politiques de l'œuvre, tiennent la dragée haute aux personnages masculins, ce qui semble s'avérer problématique aux yeux de certains. Le terme sorcière lui-même est révélateur de la vision parfois négative de ces femmes de pouvoir. Si celles-ci portent en réalité le nom de magiciennes, à l'instar de leurs homologues masculins, les magiciens, à l'instar de ces derniers, elles se voient par instant, selon les locutrices, affublées du terme péjoratif sorcière, qui renvoie ainsi le lectorat, ou le spectatorat, ou l'audience joueuse, à tout un imaginaire historique et sexiste. À ce titre, eux-mêmes sont parfois surnommés sorciers, sans que cela apporte les mêmes connotations. On ne compte en effet plus les différentes vitupérations dont ces femmes se voient affligées, et qui semblent toujours porter sur la même faute, une corporalité sensuelle, par définition décadente. Un PNJ, personnage non-joueur de The Witcher 2, note ainsi à l'égard de l'une d'entre elles « maquillée comme une putain un jour de carnaval. Elle se croit tout permis, ces magiciennes. » Ceci faisant écho à un des grands péchés que l'on attribuait aux sorcières, du monde primaire cette fois-ci, notre monde, et que Mona Chollet liste en ces mots. Répondre à un voisin, parler haut, avoir un fort caractère ou une sexualité un peu trop libre, être une gêneuse d'une quelconque manière. Dans Le Sorceleur, la magicienne est belle, la magicienne est libre, la magicienne est forte, et c'est bien le nœud, le cœur du problème. Méprisée lorsqu'elle n'est pas persécutée, son corps fait l'objet de l'admiration autant que de la persécution, voire de l'aliénation. Et c'est un discours que porte l'œuvre sous son aspect multimédiatique. De l'œuvre littéraire s'étalant en longues descriptions sensuelles au jeu de CD Projekt Red qui poursuit visuellement sa dynamique de male gaze, en passant par la série qui paraît, elle, se perdre dans une forme de disempowerment, la figure de la magicienne paraît en équilibre instable entre le statut du sujet et d'objet. Il est à noter que de par son traitement différent de la question, la série occupera une place moindre au sein de notre exposé. Dans cette perspective, on se demandera alors comment le corps de la sorcière, altéré dans une perspective d'uniformisation, se fait l'espace d'une émancipation aliénante. Afin de répondre à cette question, nous observerons dans un premier temps, en détail, le réinvestissement sensuel qu'offre le sorceleur de la figure historique de la sorcière. Dans un second temps, nous nous attacherons à analyser les mutations émancipatrices que mènent les magiciennes sur leur propre corps, et par extension sur le monde qui les entoure. Enfin, nous nous pencherons sur les projections fantasmatiques induites par l'injection d'un féminisme de surface, autrement dit, littéralement, d'apparence. Pour la première partie.
En ouverture de l'article Sorcière du dictionnaire de la fantaisie d'Anne Besson, on peut lire: à l'origine, la sorcière a mauvaise presse, même en fantaisie. Elle traîne derrière elle la réputation sulfureuse qui lui a été faite dans le monde occidental judéo-chrétien. Elle apparaît comme une mauvaise femme, le plus souvent âgée et hideuse, à moins qu'elle ne dissimule sa laideur grâce à des pratiques magiques, qui poursuit des buts discutables par des moyens surnaturels. Caractéristiques auxquelles l'ouvrage d'Alix Paré, lui aussi intitulé Sorcière, ajoute celle d'une sexualité dévoyée. Et c'est ce portrait que semble respecter presque religieusement le sorceleur. À titre d'exemple, on peut entendre le revendeur de reliques, un autre PNJ de The Witcher 2, décrire Sabrina de Glevisig, une des sorcières les plus importantes de cet opus, en ces mots. Comme les autres, des airs de jeune nympho qui cachent une vieille sorcière. Au sein de notre corpus, donc, la sorcière semble ainsi constamment ramenée à son physique, qui paraît des plus problématiques aux yeux de l'univers dans lequel elles évoluent. Lorsque le lectorat et l'audience joueuse sont amenés à rencontrer les magiciennes pour la première fois, deux traits définitoires visibles affleurent presque simultanément. Si la beauté des sorcières ne fait aucun doute, et je vous laisse constater, toutes paraissent en effet moulées autour de la même exigence de jeune beauté plastique, fine et voluptueuse, si ce n'est quelques variations capillaires et vestimentaires, quoique le décolleté plongeant fasse apparemment partie de l'uniforme officieux. Elles n'apparaissent parfois que plus tardivement avec leurs attributs de savoir. Entourées de grimoires et autres livres, évoluant dans de hautes tours, des académies ou des bibliothèques, plus rarement dans des cabanes perdues au fond des bois qui renferment les savoirs incarnés par ceux-ci, les magiciennes sont ainsi définies par leur érudition, qui les suit jusque dans leur sexualité. Dans l'ultime volume de la saga, Sapkowski décrit une scène de sexe entre Gérald et la magicienne Fringilla Vigo, en se gaussant des ribauderies permises par les titres des ouvrages qui tombent sur eux lors de leurs ébats dans la bibliothèque. L'auteur précise ainsi que Fringilla sent l'ambre, la rose, la poussière des bibliothèques, le papier brûlé, le minium et l'encre d'imprimerie, l'encre de noix de Galles et la strychnie, dont on se servait pour empoisonner les souris de la bibliothèque. De son côté, et après les deux premiers opus où elle n'est que mentionnée en dépit de son statut actantiel capital, Yennefer apparaît nue, certes, mais abandonnée à la lecture et entourée de livres. Cette érudition n'est que le corollaire du fonctionnement même de la magie sur le continent, le nom de l'univers de The Witcher, magie dont dépend cette même beauté. Si chaque œuvre de fantasy dispose d'un système de magie différent, quoique certaines œuvres et sous-genres s'affranchissent de sa présence, celui du sorceleur s'inscrit dans une vision presque scientifique de la chose. Si toujours dans le même article du dictionnaire, on note que la pratique magique de la sorcière est étrangement dépourvue de tout arrière-plan métaphysique et relève au contraire d'une conception de la magie comme technique sécularisée ou talent artistique, dans le cas du sorceleur, la balance penche clairement du côté de la technique. Comme elle, la magie s'apprend, et pour ce faire, les magiciennes et les magiciens disposent respectivement des académies d'Aretusa pour les magiciennes et de Banard pour les magiciens. Loin des airs de teenage movie magique que lui donne la série, ils y grandissent au sein de sororités et de fraternités et apprennent l'usage de la magie comme on apprend une science ou des gammes, par la pratique et l'expérience. Benoît Renier note ainsi: l'auteur considère que la magie, héritage direct de l'alchimie, est associée au feu, à l'air et la terre. Elle est donc présente dans la faune et la flore de son monde. L'humanité se révèle bien vite capable de percevoir les sources de magie et surtout de canaliser le pouvoir afin de le plier à sa volonté. Cela n'empêche pas les premiers mages d'aborder l'étude de la magie avec une rigueur scientifique. Grâce à de nombreuses expérimentations, cette force finit par être apprivoisée. Cependant, tout comme la science n'explique pas la totalité de notre monde, l'étude de la magie n'est jamais véritablement arrivée au bout de ses surprises. En nous faisant découvrir ces personnages dans des pièces aux airs de cabinet de curiosité, l'œuvre ne nous y trompe pas, et Astrolabs et autres outils participent de cette esthétique de renaissance scientifique. Cette science aura pourtant la particularité d'imposer des modifications corporelles à son praticien. Si, comme pour les sorceleurs, le contact de la magie rend stérile, les magiciennes se voient, pour la majorité d'entre elles, dans l'obligation d'altérer leur corps afin de le faire convenir à leur pratique.
Telle est en effet la tradition d'Aretusa, qui demande à ses étudiantes d'altérer, au prix de grandes souffrances, leur corps afin de naître véritablement en tant que magiciennes. Ce n'est que lorsqu'elles sont parvenues à cet état de plastique apparemment parfaite, dont seul un regard particulièrement observateur de sorceleur, à tout hasard, pourra déceler les imperfections dissimulées par la magie. Donc ce n'est que lorsqu'elles sont parvenues à cet état de plastique parfaite qu'elles peuvent s'affirmer en tant qu'êtres indépendants vis-à-vis de l'académie aussi bien que du monde qui les entoure. C'est en modifier les organes, briser les os, brûler la peau, ces femmes resteront ainsi éternellement parfaites aux yeux du monde et de la norme esthétique qui prévaut et qui appelle les femmes à être jeunes, minces et voluptueuses. À ce corps parfait s'ajoutent des atours et un maquillage que se refusent à adopter les femmes dites de bonnes mœurs et qui amènent les magiciennes à se voir associées à une sexualité ostentatoire. On ne compte plus le nombre d'hommes, les traitant d'ailleurs de catins au fil des œuvres. Mais sans être ostentatoire, la sexualité des magiciennes reste en effet différente de la norme sociale. Si aucune ou presque n'apparaît en couple, elles partagent toutefois de nombreuses relations, officielles ou non, simultanées ou non, longues ou non, avec des personnages le plus souvent tertiaires, muets, voire invisibles, qui ne jouent que le rôle d'amant ou d'amante de ces femmes. Car oui, une autre norme est bafouée par celle-ci, l'hétérosexualité. Si elle reste l'apanage des personnages principaux, les personnages majeurs tels que Philippa et Lart, à la tête de la loge des magiciennes, questionnent cette norme en mettant en avant leur bisexualité. La magicienne apparaît ainsi comme un réinvestissement fidèle de la figure de la sorcière. Toutefois, et en dépit des apparences, celui-ci ne se limiterait pas à une mise en avant de la nature sensuelle de cet héritage, mais porterait aussi sa force de subversion politique. Dans le dictionnaire de la fantaisie, Anne Berthelot note « Certaines héroïnes atteignent leur plein développement lorsqu'elles deviennent des sorcières, ou plus sûrement lorsqu'elles acceptent la sorcière en elles. Et si, en réalisant ces mutations corporelles, en laissant en somme pleine expression à la magicienne qui est en elles, ces femmes parviennent à exister en tant que telles, c'est aussi, en miroir, toute une mutation sociétale qui est appelée. » Au cours d'une conversation avec l'élève Kiradan au sujet de Yennefer de Wengerberg, une sorcière, magicienne, Gérald se perd dans ses pensées et nous livre, en creux, l'histoire tragique des magiciennes. Je cite. « Elles étaient toutes issues des milieux sociaux où les filles partageaient un destin commun, qui était de se marier. Qui donc aurait pu songer à condamner sa fille à des années d'études laborieuses et à la torture des mutations somatiques alors qu'il pouvait la marier en nouant des alliances avantageuses? Qui aurait souhaité avoir une magicienne dans sa famille? Malgré le respect dont jouissaient les magiciens, la famille d'une magicienne n'en tirait aucun profit, car avant d'avoir achevé son éducation, la jeune fille brûlait les ponts avec sa famille. Désormais, ne comptait plus pour elle que la confraternité. Aussi, seules les filles qui n'avaient aucune chance de trouver un mari devenaient-elles magiciennes. Au contraire des prêtresses et des druidesses qui ne recrutaient les jeunes filles laides ou infirmes qu'à contre-cœur, les magiciens acceptaient toute fille qui manifestait quelques prédispositions. Si une enfant réussissait à franchir le cap des premières années d'apprentissage, la magie opérait. Elle redressait et équilibrait les jambes, réparait les os mal soudés, raccommodait les becs de lièvre, effaçait les cicatrices, les stigmates et les traces de petites vérolles. La jeune magicienne devenait séduisante, entre guillemets, car le prestige de sa profession l'exigeait. Aussi, ce n'est pas en devenant magicienne que ces femmes sont devenues marginales, mais bien car elles étaient, par naissance, à la marge de la société. De manière paradoxale, compte tenu de l'indépendance et de la liberté sexuelle mise en avant par les sorcières, cette sororité joue le même rôle que celui qui avait pu présenter la vie monacale, celui d'accueillir les femmes jugées inaptes au mariage, autrement dit, incapables d'accomplir la fonction, le rôle qui leur était dévolu. Pour autant, et à la différence des nonnes imodiales qui passaient de la tutelle d'un père à celle d'une divinité tout aussi patriarcale, les magiciennes apprennent à vivre par, pour elles-mêmes. En soustrayant littéralement leur corps à la société, elles effacent ces chairs ayant fait le sujet de rejet, voire d'opprobre, ces femmes se libèrent du carcan social et donnent à voir un corps autre, vivant hors société. C'est ainsi que Janka, une bossue vue comme un monstre par son père, devient Yennefer de Wengerberg, puissante magicienne ayant voix au chapitre concernant l'ordre politique du royaume pour lequel elle travaille. Le parallèle avec la figure de la sorcière se renforce ainsi devant ces mots de Pam Grossman, car elle est
le seul archétype féminin qui détient un pouvoir par elle-même. Elle ne se laisse pas définir par quelqu'un d'autre. Épouse, mère, vierge, putain, ces archétypes sont fondés sur les relations avec les autres. La sorcière, elle, est une femme qui tient debout toute seule. La magicienne apparaît ainsi pleinement comme une force politique au sein de cet univers. Et c'est principalement en cela que nous avons préféré mettre de côté la série de Lauren Schmidt-Hissrich. En plus de refuser la force agissante des sorcières qui voient leur corps s'altérer par leur propre magie, préférant se concentrer sur un unique personnage de bossu, la série ôte la dimension magique de la stérilité en choisissant de faire pénétrer un homme à Arethusa afin d'y pratiquer l'hystérectomie par voie basse. De plus, elle met de côté la dimension de sororité inhérente à leur institution et façon d'être au profit d'une mise en avant d'une sorcière primordiale, Yennefer. Le bal, dont on parlait plus tôt, entre étudiants et étudiantes, que l'on évoquait plus tôt donc, apparaît aussi problématique de ce point de vue. Les magiciennes grandissent en tant que sororité, un fonctionnement qu'elles adopteront tout au long de leur profession. Et si les magiciens sont des collègues, ce ne sont pas des alliés. Rappelons à ce titre que la profession des magiciennes est en temps normal politique, car elle joue le rôle de conseillère aux côtés des têtes dirigeantes du pays. Toutefois, si elles peuvent se trouver en théorie opposées les unes aux autres du fait de leurs allégeances, et si leur goût de l'indépendance et de l'individualité les amène à développer quelques inimitiés entre elles, la dimension sororale les amène toujours à cultiver en secret cet aspect sabbatique. La loge des magiciennes, née des cendres de la mixte confrérie des magiciens, vise ainsi à permettre à ces dernières de s'associer afin d'influencer dans l'ombre sur l'ordre du monde. Cette puissance politique, connue et constatée de tous, va toutefois de pair avec une violence systémique. En sous-texte, nous avons pu évoquer jusqu'ici le rôle important que joue la misogynie au sein du sorceleur, que ce soit concernant le rôle jugé convenable de celle-ci ou les insultes dont elles peuvent faire l'objet. Dans cette même logique, et toujours dans cette perspective d'une inspiration envers un référent passé précis, on insistera à des violences misogynes bien caractérisées, celui de la chasse aux sorcières. La ville de Novigrad, alors gouvernée par un roi Radovide vouant une haine terrible aux représentants de l'ordre magique et sous l'influence du Temple du Feu éternel, qui nous rappelle les arçons de l'Inquisition, lance alors une véritable chasse aux sorcières. Dans The Witcher 3, le joueur pénétrant pour la première fois les murs de la cité découvre ainsi les bûchers et les victimes y périssant, considérés comme une menace à l'ordre établi. Je vous passe l'extrait. Qui peut être assez sensible, par contre, c'est une scène de bûcher. Donc. No evil can survive the holy fire. The holy fire enlightens, burns, and cleanses. Behold the flame of grace and mercy. Special fire for you, freak. Nice, slow burning. You'll beg for mercy in all the voices known to you. But the others are your speech. No, I wanted only to live like you. Help me, kind folk, please! A Doppler! Donc, comme on peut le voir, les sorcières ne sont pas les seules victimes de ces bûchers. Il y a aussi des non-humains et des mages. Ici, c'est un non-humain, un Doppler, donc un être capable de prendre la forme d'autres êtres. Donc, non-humains et mages sont aussi victimes de cette cabale, certes, mais les magiciennes apparaissent comme en étant les victimes principales, ou du moins celles auxquelles la narration accorde le plus d'importance.
Un des fils rouges du jeu est en effet de suivre les quêtes de plusieurs magiciennes jusqu'à assister à la reformation de la loge, démantelée suite au massacre de Lockmuir dans le précédent opus. Au cours de cette quête, d'ailleurs, de nombreuses magiciennes périront. Aux yeux de la société, le péché de ces femmes est le même que celui établi par le barde Jasquier, qui dit, toujours dans The Witcher 2, « Si elles restaient à leur place, elles ne finiraient pas sur le bûcher. » Emprisonnées, torturées, énucléées pour certaines quand elles ne sont pas brûlées vives, il s'agit bien ici d'une violence spécifique visant à détruire ces corps qui furent créés pour s'opposer à l'ordre social établi. Aussi, plus que jamais, on ne naît pas sorcière, on le devient. Et la sorcière se vit à travers cette émancipation envers une société qu'elle s'attache à changer. Pour autant, le processus même de cette revanche sur la société, qui induit finalement de respecter sa norme de beauté pour y mériter une place, soulève un questionnement quant au potentiel fantasmatique de ces corps, autrement dit, leur capacité à susciter le désir. Masculin. Si l'on se souvient du premier opus de CD Projekt pour son système de combat, ses marais harassants et son abondance de fetch quests, l'audience joueuse aura aussi gardé en mémoire le système des cartes à collectionner, délicieux système dans lequel des petites illustrations érotiques donnent la preuve que Geralt, incarné par le joueur ou la joueuse, aura réussi à séduire ces dames. Ici, Triss Merigold, une des magiciennes. Il va sans dire que les magiciennes n'échappent pas à ce système, n'échappent pas à ce système et souffrent sur l'ensemble de l'œuvre du même spectre de male gaze, de regard masculin, que les autres femmes croisées sur la route de Geralt. Pour autant, au vu de la logique d'émancipation inhérente aux magiciennes qu'on a évoquée, on pourra s'étonner de cet état de fait. Je cite. Comme toujours ces derniers temps, l'élégance modeste mais distinguée d'Assir Varanaïd provoquait l'admiration. Sur le léger décolleté de sa robe moulante vert foncé, la magicienne portait une image sertie d'or, sur une chaîne en or. Ses ongles soignés et vernis arboraient la même couleur que sa robe, conférant à l'ensemble de sa mise la pointe d'extravagance caractéristique des magiciennes. De manière quasi systématique, le lectorat du sorceleur aura droit à de telles descriptions lorsqu'une magicienne entrera en scène pour la première fois. Ce regard non pas tant observateur que scrutateur qu'adopte la focalisation revient à la scopophilie, au voyeurisme tel que décrit par Iris Bray dans son ouvrage « Le regard masculin » avec les mots de Laura Mulvey. Laura Mulvey explique que le cinéma procure nombre de plaisirs, parmi lesquels celui qu'engendre la pulsion scopique, ou scopophilie, le plaisir éprouvé à regarder. Freud associe la pulsion scopique avec le fait de prendre d'autres personnes pour objet en les soumettant à un regard examinateur et curieux. Dans Le Sorceleur, cette réification s'accompagne et même se double de manière exponentielle d'une forte représentation de ce que l'on nomme les sex and nudities, là encore sous le spectre d'un regard que l'on préférera nommer oppresseur que masculin. Les scènes de sexe des livres, aussi bien que des jeux, s'attachent à nous faire voir le corps de la femme dans une perspective se voulant sensuelle, autrement dit à susciter un désir chez le lectorat. Le cas des magiciennes se révèle encore plus parlant à cet égard du fait de la singularité de leur corps. Car si magiciens comme magiciennes doivent altérer leur corporalité afin de répondre à une norme qui les rendra séduisante, admirable et donc puissante et puissante, les premiers le feront en se donnant un âge plus ou moins avancé et une pilosité poivre et sel. Ce double standard, révélateur des biais sexistes du monde du sorceleur, s'incarne ainsi d'autant plus aisément du fait de cette modification volontaire du corps afin de satisfaire une norme. La magicienne est ainsi puissante, oui, mais surtout et avant tout objet de désir. Outre les craintes que fait naître la vision apocalyptique d'un monde où les femmes réussiraient à exister sans minauderie ni talons hauts, la principale raison de s'accrocher à la féminité conventionnelle semble tenir aux rigueurs actuelles de l'ordre social. Ce dernier apparaît comme une divinité qu'il s'agirait d'apaiser par diverses offrandes et manifestations d'allégeance, sous peine d'attirer sur soi tous les fléaux de l'époque. Chômage, solitude, exclusion. Dans son ouvrage Beauté fatale, Mona Chollet livre à de nombreuses reprises de tels constats qui paraissent être autant de portraits de la femme contemporaine et des injonctions auxquelles elle doit répondre. À travers ces mots, on comprend que certes, l'émancipation peut se faire,
mais pas sans porter une allégeance continue au diktat de l'apparence féminine à travers lequel s'exerce un contrôle des femmes. Tout ceci, une fois mis en perspective de notre corpus, paraît sonner avec un écho tout particulier. Les magiciennes sont indépendantes, ont reçu une éducation, disposent d'un travail, ne sont sous la tutelle de personne et peuvent vivre leur sexualité comme elles l'entendent. Mais le prix à payer pour obtenir cette liberté se trouve dans cette obéissance à la norme de beauté sociale. On pourrait ainsi voir dans nos magiciennes l'incarnation d'un féminisme contemporain jugé par la société comme acceptable, comprendre non radical, et le dernier verrou à faire sauter pour se libérer du joug patriarcal serait à trouver dans une subversion de cette norme corporelle qui reste malgré tout un danger. Et je cite Mona Chollet dans son introduction à Beauté fatale. Il n'y a pas de mal à vouloir être belle, m'a-t-on parfois objecté lorsque j'évoquais autour de moi le projet de cet essai. Non, en effet. Ce désir, je souhaite même le défendre. Le problème, c'est que dire cela à une femme, aujourd'hui, revient un peu à dire à un alcoolique au bord du coma éthylique qu'un petit verre de temps en temps n'a jamais fait de mal à personne. Cet idéal féminin présenté en creux par le mode d'existence des magiciennes et qui ne peut se réaliser que par l'artifice magique est révélateur d'un biais social ordonnant aux femmes de se conformer à un modèle qui n'existe simplement pas. La corporalité de la magicienne est illusoire, tout comme est illusoire la féminité que les injonctions poussent à atteindre à la manière d'incisif. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir, pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon, je ne l'ai croisée nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Ainsi parlait donc Virginie Despentes dans le chapitre de conclusion de King Kong Theory. En m'appuyant sur ça, je veux donc conclure en disant qu'en réinvestissant la figure de la sorcière sous un spectre sensuel, en dotant sa force politique d'une nécessité de séduction, le sorceleur donne à voir et à lire ce que donnerait la réalisation du fantasme de la féminité, en révélant tout à la fois et son danger et son artificialité. En regard d'une société patriarcale qui ne peut que s'opposer à une complète émancipation, la magicienne, toutefois, est amenée à perdurer. Comme le note Philippa Ehlers, Kings die, realms fall, but magic endures. Autrement dit, les rois meurent, les royaumes tombent, la magie reste. Et je vous remercie de votre attention.